ce qu'on appelle un condensé, une lecture de ces trois sources très rapidement, vous avez un document, donc il vous est loisible de le consulter, et ce document, nous le sommes procurés à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Hein? Donc il est référencé, vous voyez bien la référence en bas, et il date, ce document, du 11 septembre donc 1921. C'est un rapport qui a été fait en kikongo, puis en flamand, puis en anglais, par des gens infiltrés dans la société secrète de Simon Kibangu, qu'on appelle Kintwadi. Et ces gens qui avaient été infiltrés, je ne voudrais pas donner leur nom, c'est l'histoire, les Makutu, les Mpiodi, les Mukendi et autres. Ils ont donc donné un rapport à Léon Morel, qui était un des policiers, en guillemets, belges. Et dans le rapport, je l'ai produit ce document pour la première fois, parce que je voulais tordre le cou à des documents qui circulent partout, y compris sur Internet, et qui accréditent l'idée selon laquelle Simon Kibangu aurait été condamné pour avoir défendu le christianisme. Donc il faut bien qu'on se comprenne, parce que là, nous avons affaire à une source qui est explicite. Merci. C'est-à-dire que là, nous avons... Alors, rapidement, je prends 3 passages de ce document qui me paraissent très importants. D'abord, Simon Kibangu dit qu'il a reçu une vision. Il a eu une vision. Et que cette vision l'a mis en présence de certains êtres qui ne veulent pas du bien au peuple Congo. Et il les appelle donc des esprits des ténèbres. Et il dit que même parmi les gens qui sont dans le Kintwadi, c'est-à-dire dans le sanctuaire des initiés, il en est qui sont avec ces esprits des ténèbres. Parce qu'on leur fait miroiter une ascension sociale ou que sais-je. Mais il dit que lui, ce qui lui a permis de voir clair, c'est le grand esprit puissant, Nzambi Ampungu. Ce grand esprit puissant lui a permis de sonder le cœur des esprits de la nuit. Parce que ce grand esprit puissant n'a jamais abandonné ses enfants. Ce sont ses enfants qui l'ont abandonné. En se faisant appeler Alfonso Ier, en recevant l'onction des esclavagistes, et en disant qu'ils ont une capitale qui s'appelle San Salvador, en abandonnant même leur langue pour étudier le latin et le portugais. Bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adresse non pas aux gens qui sont dans la RDC actuelle, mais aux nations, toutes les nations de Congo-Katiopa, Kula, Mikangu, Mia Congo-Katiopa, et leurs descendants dispersés sur la terre. Bien. Donc, quel est le point central qu'on a du mal à décoder jusqu'à présent? Il dit voilà, le message en substance est le suivant. Les temps nouveaux s'annoncent où l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Bon, maintenant, les blancs, en apprenant ça, on dit mais comment ça l'homme noir va devenir blanc? Le blanc, c'est le Seigneur. L'homme noir ne peut jamais devenir blanc, c'est subversif. Mais ce qu'il voulait dire, ici, c'est que lorsque l'homme noir aura, par les épreuves que le grand esprit puissant lui a envoyées, il aura fait la preuve de sa purification. Il aura abandonné la sorcellerie. Il aura abandonné un certain nombre de pratiques qui ramènent dans le sanctuaire les esprits du mal. À ce moment-là, l'homme noir retrouvera sa place de guide spirituel de l'humanité. Donc les blancs connaîtront de nouveau les épreuves. Mais ce que Simon Kibangu a dit qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas se venger des blancs contre les blancs. Parce qu'on va inaugurer un cycle infernal de haine, violence. Donc il est non violent. Non violent. Et parce que nous, on a cité tout à l'heure Gandhi,
Mais ce sont les Zoulous. Et que, quand Gandhi était avocat là-bas, lui ont appris ces choses-là. Ah oui, Gandhi n'a pas appris ça chez les Ariens, hein, les castes des Ariens. Eux, ils tuaient les intouchables. Ah oui. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la non-violence dont on parle, ce n'est pas une attitude de passivité. C'est une attitude d'autodéfense, mais basée sur la morale et les valeurs. Donc il ne faut pas infliger à l'autre, même si c'est un blanc, ce que toi, tu ne veux pas qu'on t'inflige. C'est cette pensée qui s'est révélée subversive pour les missionnaires et tous ces gens-là, qui voulaient que les Noirs adoptent une attitude de haine, déjà entre eux, puis de transfert d'agressivité vis-à-vis du blanc lui-même, le Mundélé. Donc ça, c'est ce côté-là qu'on a mis en avant pour le condamner. Mais, pour aller vite, je termine en disant que ce n'est pas lui, Simon Kibangu, qui s'est mis en avant. Parce que tout le monde dit le prophète Simon Kibangu, etc. Que Simon Kibangu avait des ambitions pour lui-même, etc. Non. Simon Kibangu voulait mettre ses ambitions au service de son peuple, et non le peuple au service de ses ambitions. C'est ce détachement que vous voyez même à travers la manière dont il s'habille, la simplicité, la vie d'un saint. Et donc, ce que je veux dire ici, et c'est ça le plus important, Simon Kibangu annonce que quelqu'un viendra, l'envoyé du grand esprit puissant, et combattra les forces de l'iniquité qu'il avait cru à jamais mort. Il va incarner les valeurs spirituelles authentiques du peuple bantou du Congo-Katiopa. Et il va libérer l'homme noir de l'humiliation et de la servitude. Et en faisant cela, il va libérer même l'homme blanc de son complexe de supériorité. Donc il va apporter à l'humanité ce qu'on appelle maintenant l'alliance de la communication Nsingawambila, hein, et toutes les formes de concorde que le christianisme a éloignées de la communauté des hommes. Donc voilà le point focal de la doctrine. Maintenant, je parlerai de l'actualisation et de l'appréciation de la naissance de l'Abako. Je voudrais aller très vite. Je n'entrerai pas dans une polémique entre les gens qui pensent que l'Abako est né comme un mouvement ethnique ou régionaliste. Et je dirais simplement que, historiquement, l'Abako était un mouvement pour tout le peuple Congo et le peuple noir. Je sais qu'il y a des divergences, j'ai lu beaucoup de choses, je crois que Mwanda lui-même m'a montré, où Lumumba est pris à partie et critiqué vivement. Je fais partie de ceux qui pensent que les voies et les stratégies utilisées par Patrice Emery Lumumba d'un côté et Kasavubu de l'autre sont des voies différentes au niveau de la méthode et de la stratégie. Mais je crois que sur le fond, l'objectif visé de part et d'autre, c'était quand même l'indépendance du Congo. Et il y a eu des sacrifices, des gens ont été tués pour ça. Hein? On parle souvent de l'outrance verbale de Lumumba, mais on parle très peu de son sacrifice finalement. Parce que le don absolu de soi, par soi et pour toute l'humanité, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont composé avec les Belges, jusqu'au bout. Et certains passent aujourd'hui pour être des directeurs de conscience de la vie politique à RDC. Et ils détournent même la mémoire de Kibangu pour dire, finalement, Simon Kibangu, c'était quoi? C'était un homme accommodant pour le système en place. Simon Kibangu, c'était un chrétien qui adorait Jésus et qui voulait que tous les Noirs soient évangélisés. Il y a bien des gens qui actuellement le font. Et c'est même devenu, excusez-moi, je vais oser une expression un peu polémique, mais vous verrez par la suite que tel n'est pas mon esprit est un esprit de concorde. Et c'est-à-dire, c'est devenu le fonds de commerce de certains politiciens. Hein? À l'époque du moboutisme triomphant, je me souviens avoir été à Lubumbashi
Et à l'époque, c'était l'université au Chaba, là-bas, à Lubumbashi. Les gens disaient que Simon Kibangu, c'est Mobutu qui est venu accomplir sa prophétie. N'est-ce pas? Et beaucoup sont encore vivants. Ils sont actuellement dans le Parlement congolais. Il y a d'autres qui disent non, et Simon Kibangu était l'ennemi des Belges. D'autres disent qu'il était ceci, cela. En fait, Simon Kibangu était un visionnaire qui est venu accomplir une mission sacrée. Et je crois que sur cette question-là, je vais terminer sur ça. D'ailleurs, je salue la présence du grand frère qui vient d'arriver. Je terminerai sur ça en disant que le plus important aujourd'hui, dans toute cette histoire, c'est quel est le testament de Simon Kibangu à la jeunesse du Congo, que ce soit le Congo au sens où vous l'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire le territoire dénommé la RDC. Nous avons fait une rétrospective pour montrer comment tout ça a été tracé, hein, mais en même temps le Congo Katiopa, c'est-à-dire l'Afrique et sa diaspora mondiale dans le concert des nations. Moi je pense que pour bien actualiser le message de Simon Kibangu, il faut d'abord partir d'une évidence, c'est que l'homme noir est victime d'un esclavage mental. Il n'aime pas sa propre couleur de peau. Il n'aime pas parler sa propre langue. Il présente des symptômes névrotiques extrêmement préoccupants. Donc on ne peut pas demander à un homme qui est en conflit avec sa propre image de devenir un acteur du développement d'un pays. Donc il y a un travail d'abord à faire. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire si on veut vraiment perpétuer le message de Simon Kibangu. C'est la libération mentale de l'homme noir et sa libération spirituelle. Je ne parle pas d'une religion ici. Je parle des valeurs spirituelles cardinales qui fondent la vie et la coexistence des êtres humains en société. Ça, c'est évident. Et on ne peut pas le faire à partir d'une vision étrangère à l'homme congolais. On ne peut le faire qu'à partir de son héritage et de son patrimoine spirituel, culturel. Ça veut dire qu'on doit sortir de la logique de l'autoflagellation et de la diabolisation des valeurs proprement congolaises. C'est un premier point. Et donc, je pense que sans cela, c'est comme si vous aviez un ordinateur, mais que vous n'avez pas de logiciel. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est la première chose. Et c'est l'héritage de Simon Kibangu. Un jour, j'avais vu Monseigneur Mosengo à Bruxelles, parce qu'il y avait mon ami Moubabinge Bilolo, qui est égyptologue. Et donc, nous travaillons ensemble avec le professeur Bilolo. Et Monseigneur Mosengo avait dit que, en fait, la doctrine des missionnaires congolais, c'est la doctrine de la pierre d'attente. C'est-à-dire que nous, on connaissait un certain nombre de coutumes ancestrales, etc. Mais au fond, l'idée d'un Dieu personnel, le Dieu du salut, le Dieu de la bonté, le noir l'a reçu du blanc. À partir du moment où vous dites ça, vous ne pouvez pas demander à un peuple d'être en harmonie avec lui-même et d'avoir la force spirituelle de se relever face à tant d'épreuves. C'est difficile. Le deuxième palier de Simon Kibangu, c'est ensuite la famille, parce que c'est la cellule familiale congolaise qui montre la crise des valeurs. D'abord, je dirais le statut de la femme congolaise. Si aujourd'hui, on viole la femme congolaise impunément, on la violente, on l'humilie, on la souille, et que aucune initiative nationale n'est envisagée pour sortir cette femme congolaise de la tourmente, c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la valeur de la femme comme pilier de la famille. Et c'est à partir de la famille qu'on fait ensuite l'éducation des citoyens. Lorsque toutes les femmes du Congo ont aujourd'hui une haine pour les hommes armés du Congo,
c'est-à-dire leurs propres enfants, qui utilisent des armes pour les violer, vous ne pouvez pas concevoir que l'élément féminin de la nation qui est... D'ailleurs, il y a 3 catégories de population marginalisée qu'on peut inclure dans cette stratégie-là. Il y a d'abord les paysans. Regardez les paysans de RDC, leur situation. Il y a les femmes qui sont nos mamans, hein, comme maman Marie ou d'autres. Et puis il y a la jeunesse aussi qui est en exil, qui fuit le pays. Parce que la jeunesse n'a pas d'espoir dans son propre pays. Donc voilà l'Eldorado de l'Europe, la Belgique, partout. Ils sont prêts à aller balayer le sol en Belgique plutôt que de venir construire la RDC. Donc voilà le problème, le deuxième, ce que j'appellerais le deuxième pilier de la pensée de Simon Kibangou, si on voulait envisager une actualisation. Le troisième pilier, c'est quoi? C'est que ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ce que j'appelle les 3 glorieuses du malheur congolais. Tous les politiciens qui, de près ou de loin, ont traversé ce siècle, ont assisté à la sécession katangaise, à toutes les formes de sécession, au pillage et à toutes les formes de guerre civile au Congo. Il ne faut pas qu'ils continuent à diriger le Congo. Parce que le Congo ne peut pas être la terre de l'impunité et la terre de la tolérance et de la licence. Il faut qu'à un moment donné, un homme politique, c'est pour ça qu'on dit qu'un politicien doit être responsable. Un homme politique doit assumer au plan de la nation ce qu'on appelle ses actes politiques. Donc il faut faire ce qu'on appelle un inventaire et un bilan de la classe politique congolaise. On ne peut pas concevoir que des gens se métamorphosent pour pérenniser leur survivance politique et leur carrière au détriment de la situation et de la tragédie congolaise. Donc tous ceux qui ont pris part, de près ou de loin, à la tragédie congolaise, doivent devant un grand conclave de la nation, dire et reconnaître leur bilan, assumer leurs actes, de manière à ce qu'il y ait ce que moi j'appelle maintenant un renouvellement de la classe politique congolaise. Nous entrons donc dans une phase nouvelle, c'est celle du renouvellement de la classe politique africaine et congolaise. Tant qu'on ne fait pas ça, parce que qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois que, voilà, il y a M. Tshisekedi qui va être candidat. À côté, on discute pour savoir qui va représenter la sensibilité de Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais M. Tshisekedi, c'est un homme qui a compris plus tard que le système de Mobutu était un système qui ne permettait même pas à ses propres rentiers de faire leur beurre, et qui s'est révolté contre un homme et contre un régime. Mais il ne s'est pas révolté contre un système. Donc il faudrait poser le problème de savoir si le changement, oui, si le changement du système n'est pas quelque chose de plus important que le changement des hommes. Parce que les hommes passent, mais les systèmes demeurent. Et nous vivons aujourd'hui les effets dommageables de ce système. Le dernier point, je vais terminer sur ça, c'est la question, si vous voulez, du contrôle des ressources de la RDC et de l'audit de la dette de la RDC. Et aussi, le bilan de ce qu'on a fait de l'argent de la RDC. D'abord, où est l'argent de la RDC? Quand on prend le diamant, quand on prend le coltan, quand on prend toutes ces richesses, quels sont les circuits financiers qui, pour ainsi dire, sont drainés par cette manne? Et pourquoi le peuple congolais ne voit jamais des infrastructures comme des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Pourquoi il y a une telle paupérisation sur une terre aussi insolemment riche et dotée par la nature? Donc il faudrait que la classe politique fasse les états généraux de la lutte contre la corruption des élites politiques. Et donc je pose maintenant le problème de l'Occident. Et je vais citer un autre monsieur, qui est Louis Michel.
Donc c'était en Belgique. Monsieur Louis Michel était en train de parler du fait que les Congolais et leur classe politique est corrompue. Et que c'est ça le drame du Congo. Alors je lui ai posé cette question simple. J'ai dit, peut-il exister des corrompus sans corrupteurs? Et où est l'argent de la corruption? Il a dit non, l'argent, il le dépose en Suisse, en Belgique ou ailleurs, mais jamais en RDC. J'ai dit, dans ce cas, ça s'appelle tout simplement recel d'argent sale. C'est du recel. Vous êtes des receleurs, monsieur Louis Michel. Vous et votre groupe, vous êtes des receleurs. On a dit, bon, c'est un jeune agité, et il faut... Parce que Louis Michel, c'est quand même l'ami des Africains. Donc, il ne faut pas qu'on le rudoie un peu. Même, j'ai dit, ce sont des receleurs. La preuve, lorsqu'une dictature, ils découvrent, au moment de la chute, qu'une dictature est une dictature, leur premier réflexe, c'est de geler l'argent. Mais le mot gel ne convient pas. Voilà, c'est-à-dire le mot gel n'est pas adéquat. En fait, c'est la confiscation des deniers volés du peuple congolais. Si demain, Joseph Kabila, la foule et la population décident qu'il n'a plus le droit de diriger le Congo, vous allez voir ses plus proches amis et ceux qui l'arrosent de sa générosité dire que mais c'est un dictateur en fait. Hein? C'est un dictateur. Ils savent que Joseph Kabila décide en pleine controverse électorale de faire une élection à un tour. Ce qui signifie dans le contexte actuel de la RDC une réélection sans deuxième tour. D'accord? Par toutes les manœuvres frauduleuses que nous connaissons en Afrique. Et aucune puissance européenne n'a dit c'est pas normal. On n'a même pas fait un référendum d'initiative populaire. On a pris quelques politiciens corrompus et on leur a dit signez que c'est comme ça. Mais ces politiciens qui ont fait cet acte de forfaiture, ils doivent répondre devant le peuple congolais. Pourquoi cette impunité? Vous voyez bien ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Les hommes qui ont mis Joseph Kabila là, qui lui ont donné l'onction et un semblant de suffrage populaire, ces mêmes hommes disent maintenant qu'ils sont candidats pour être président à leur tour. Mais pourquoi ils ont pris tant de temps pour comprendre que ce régime n'était pas un régime qui servait la nation? Je parle ici de Vital Kamerhe. Donc, je vais conclure en disant que l'actualisation de la pensée de Simon Kibangu ne peut pas être l'œuvre de la génération congolaise qui a bradé le pays. Il faut qu'on soit clair. On ne peut pas utiliser le message du plus vieux prisonnier de conscience de l'histoire universelle. Vous savez bien que Nelson Mandela au moins est sorti. Il est même devenu président. Mais l'autre, il est mort là-bas. Il est mort en prison. Voyez bien. Donc, je ne vois pas comment les Congolais ont cette prétention à dire, d'ailleurs c'est Mobutu qui a fait cette messe-là, et voilà, Lumumba c'est le héros national. Et ils ont fait une parade avec la photo de Lumumba, où son bourreau dit, voici le héros national. Et tous les Congolais disent, nous allons fêter le héros national, mais ils évitent d'appliquer la pensée panafricaine de Lumumba. De la même façon, les militants de l'Abaco qui sont morts pour l'indépendance et la dignité de l'homme congolais, en continuité avec la pensée de Simon Kibangu, comme nous l'avons montré depuis tout à l'heure, ces militants de l'Abaco, aujourd'hui, on utilise leur combat pour essayer de faire le contraire, c'est-à-dire donner aux Occidentaux et brader les ressources du peuple congolais. Et on appelle ça le nationalisme congolais. Mais ce n'est pas sérieux. Donc il faut une nouvelle génération de Congolais. Et moi, la raison pour laquelle j'ai accepté de participer à cette rencontre, c'est d'abord parce que ceux qui sont venus, que ce soit le frère, le vice-président, que ce soit le frère Mwanda ou la sœur, vous voyez, ce sont des gens qui sont nés, ils n'ont jamais connu la colonisation. Mais ils ont été au contact de l'homme blanc. Ils ont vécu en symbiose avec l'homme blanc. Et ils savent maintenant que l'homme européen ne connaît que ses intérêts. L'homme européen n'aime pas plus les Congolais que les Rwandais. Il n'aime pas plus les Rwandais que les Ougandais. Il n'aime pas plus les Ougandais que les Béninois.
il va au plus offrant. Et le jour où le plus offrant est en situation de disgrâce politique, il dit alors et il découvre à la face du monde que c'était un dictateur de la pire espèce qui l'a accompagné et dont il a fait le lit et la carrière. C'est le lieu donc de terminer en disant que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission historique, la remplir ou la trahir. L'homme qui dit ça, c'est un Martiniquais, France Fanon, et c'est lui qui a reçu des dirigeants angolais à Alger pour créer le premier comité exécutif du FLNA. Vous voyez, c'est le FLN, Front de Libération Nationale, de l'Angola. Donc les Holden Roberto et tout ça ont bénéficié des compétences idéologiques, théoriques de ce grand personnage qui a écrit Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre et d'autres ouvrages. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons la création d'une structure qui ne va pas faire de la politique politicienne, mais qui va éduquer les futurs acteurs de la renaissance du Congo et de l'Afrique. Et une telle structure pourrait, je dis bien, et réellement cette fois-ci de façon légitime, s'approprier l'héritage de Simon Kibangou, non pas pour le fossiliser, mais pour en faire un instrument de libération de l'homme noir. Et une telle structure pourrait être un institut panafricain, ou un institut d'études panafricaines Simon Kibangou. Je pense que ce serait une bonne façon de rendre hommage à un homme qui s'est sacrifié, et dont tout le monde récupère l'héritage pour faire un fonds de commerce un peu comme les marchands du temple de l'époque. Je dirais également que nous ne pouvons pas faire cela si on ne lutte pas contre le micro-tribalisme. Le cancer du micro-tribalisme. C'est-à-dire l'idée que tous ces Africains-là appartiennent à des ethnies qui ne se connaissent pas, et qui sont hostiles les unes aux autres. Le monde entier nous perçoit comme un seul groupe de nègres. Mais nous sommes les seuls à dire non, moi je suis Yoruba, l'autre est Bambara, l'autre est Dogon, et on finit par faire rire le monde entier. D'autre part, on sait très bien qu'un pays comme le Bénin ne peut pas faire face à des monstres géostratégiques comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Ne serait-ce que parce que le simple budget de l'État béninois, c'est le budget de l'hôpital Georges Pompidou. Donc on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut penser à un grand ensemble africain, un État fédéral d'Afrique noire. Et dans cette perspective, nous voyons naturellement 4 grandes régions émerger. Je terminerai sur ça. C'est un scénario, une vision qu'un tel institut pourrait peut-être approfondir et étudier. Le premier, c'est l'Afrique australe. Et l'Afrique du Sud a vocation à être le pôle fédérateur régional de l'Afrique australe. Il faut une intégration économique, c'est-à-dire une libre circulation des hommes, des idées, des produits, etc., sans passer par les barrières douanières de l'Europe. D'autre part, la RDC est le pôle fédérateur régional de l'Afrique centrale. Je dis même que sans la RDC, on ne peut pas électrifier toute l'Afrique. Le barrage d'Inga, toutes les potentialités de la RDC font de la RDC le leader de la renaissance africaine, naturellement. Mais il faudrait que la RDC sorte de ces démons, que sont justement le micro-tribalisme et le micro-nationalisme africain. D'autre part, le Nigeria a vocation à être le pôle fédérateur régional